retour dans l'Africa Newsroom en compagnie de nos invités pour cette deuxième partie. Jean-Marie Tallet, directeur général de la fiduciaire Fiscofin. Joseph Condé-Coly, président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée. Et Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste. Ouvrons à présent notre grand angle. Incroyable opération présumée de contrebande. L'affaire se déroule à Khartoum où les forces soudanaises de soutien rapide ont saisi le 9 mai plusieurs centaines de kilos d'or dans un avion qui avait atterri dans la capitale. La cargaison appartiendra à une filiale de Managem. Son transfert a été opéré par un hélicoptère affilié à une société minière marocaine. Gladys Mamba. Les forces de soutien rapide soudanaises ont saisi le 9 mai 241 kilos d'or dans un hélicoptère atterrissant à Khartoum, capitale soudanaise. Une cargaison en provenance de l'État du Nil est transportée par une société minière marocaine. Une enquête sur un possible trafic illicite a été ouverte. Lors d'une opération dans l'État du Nil contre la contrebande, nous avons saisi une grande quantité d'or, environ 241 kilos. L'entreprise qui l'a produite est une société d'investissement marocaine. La situation reste confuse autour de l'exportation de ces kilos d'or. La société impliquée dans cette affaire n'aurait déclaré qu'un tiers de la cargaison transportée, laissant ainsi planer le doute sur un éventuel trafic illicite. Car bien souvent, les producteurs d'or exerçant dans le secteur privé tenteraient de se soustraire à la réglementation soudanaise, en vigueur depuis 2017, obligeant les exploitants aurifères à vendre de l'or à la banque centrale en monnaie locale à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché noir. 93 kg de cette quantité d'or saisie devait arriver hier afin d'être exportée à l'étranger. Alors à quelle fin ces 148 kilos d'or non déclarés devaient-ils être exploités? Le secteur aurifère génère plus de 80% des revenus en monnaie étrangère au Soudan et représente plus de 37% des exportations. Selon les chiffres délivrés par les autorités, environ 70% de la production d'or serait exportée illégalement dans ce pays qui produit environ 100 tonnes d'or par an. Selon des estimations révélées par l'agence britannique Reuters, sur les 100 tonnes d'or extraits par an au Soudan, 70% de cette quantité sont exportées frauduleusement. Cet incident n'est sûrement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qu'est-ce que cela implique pour l'économie soudanaise, Jean-Marie? C'est une perte incroyable pour l'économie soudanaise. N'oubliez pas que le Soudan dont on parle, c'est le Soudan qui a pour capitale Khartoum. Dès qu'il y a eu la sortie du Soudan du Sud, donc ça veut dire la manne pétrolière, au côté niveau budgétaire, dont le budget a été largement fragilisé, il n'y avait que l'or, donc en tout cas les produits miniers, qui étaient des sources budgétaires plus intéressantes. Mais tout ça, le Soudan pâtit de quoi? Comme la plupart de tous ces pays africains qui sont miniers, c'est le manque d'encadrement, le manque d'organisation, le manque de convergence en matière de politique fiscale, en matière de politique même financière, de gestion globale, donc de tout ce qui est produit minier. Et ça fait mal pour l'Afrique parce que c'est des sources budgétaires qui disparaissent et qui disparaissent d'un pays qui est largement dans le besoin, profondément dans le besoin. 70%, voilà. C'est quand même énorme. C'est énorme. Alors, c'était une source budgétaire incroyable. Si vous prenez le cadre des réformes de manque de convergence, prenez le cas, par exemple, qui est très patent. On parle du Soudan aujourd'hui parce que c'est criard, mais les autres pays, il y en a, c'est tous les jours que ça se passe. Prenez le cas du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Congo-RDC. Alors, en 2017-2018, ils ont fait des réformes fiscales sur tout ce qui était minier. Donc la politique et le droit, en tout cas en matière fiscale minier, a été réformée. Alors le Cameroun l'a fait et a allégé un petit peu la charge fiscale pour l'industrie minière, a rédigé un nouveau code minier. Le Congo-Brazzaville n'a rien fait du tout, donc a maintenu les taux extrêmement élevés en termes de charge fiscale. La RDC l'a fait, mais plutôt à l'envers, donc a augmenté la charge fiscale. Quand vous prenez ces trois pays-là, où chez l'un c'est mieux, c'est très peu, chez l'autre c'est beaucoup, c'est un peu trop, ainsi de suite, vous comprenez qu'à l'intérieur s'infiltre la mafia, dont les exactions, la contrebande, et tout ce que... Alors, à partir de ce moment-là, quand il n'y a pas de convergence en matière de politique fiscale, en matière de politique douanière, en matière de politique, ne serait-ce qu'économique minimum, dans des régions qui ont pratiquement les mêmes particularités, on ne peut s'attendre qu'à des choses pareilles. Bon, c'est encore plus difficile de terminer que ce soit de l'Afrique
par d'autres Africains, parce que l'on parle du Maroc. L'expansion sud-sud du Maroc, alors si c'est pour aboutir à des situations comme ce que nous vivons, on se pose pleinement des questions sur ce que ça vaut. Je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit, mais en commençant d'abord par une réserve quand même. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Si on lit la presse, on lit les origines. Il y a eu une publication d'un communiqué par les autorités et une autre par l'entreprise. Et ce ne s'agit pas de deux versions, ce ne sont pas les mêmes versions. Donc il faut attendre que la lumière soit faite par les autorités judiciaires dans cette affaire. Mais avant, si part... il existait une dérogation accordée à certaines entreprises pour transporter leur production d'or elles-mêmes. Oui, mais moi, le point que je voudrais rajouter à l'excellente analyse dont je partage complètement les éléments, c'est que le Soudan n'est pas un pays normal. Il n'est pas un pays normal parce que c'est un pays sous embargo. Et un pays sous embargo, c'est un ensemble de contrôles, notamment le contrôle de ces échanges avec l'extérieur. Et je pense que sous le régime Béchir, lorsqu'on parle de frauduleux, je me demande si la fraude n'avait pas été aussi organisée par le pouvoir en place pour pouvoir avoir des ressources qui ne soient pas, qui échappent aux vues non officielles. Ouais. Et donc, sur cette base-là, il a pu y avoir des pratiques avec les sociétés minières, etc. Et lorsqu'il a été déchu, une mesure a été prise immédiatement. C'est le résultat d'ailleurs de cette mesure-là, de renforcement des contrôles. Vous parliez tout à l'heure, il y a une force spéciale dont plus d'une cinquantaine de membres ont été envoyés sur les champs miniers, notamment ces champs miniers-là. Oui. Et c'est parce que ces contrôles-là ont été renforcés et qu'on regarde un peu plus qu'aujourd'hui on a cette affaire-là. C'est une affaire qu'il faut prendre avec des pincettes parce que, compte tenu de l'engagement du pays d'origine de l'entreprise, c'est-à-dire du Maroc dans les relations avec l'Afrique, ce n'est pas seulement des relations économiques, mais c'est des relations diplomatiques et hautement politiques, et ça ne m'étonnerait absolument pas que cette affaire-là prenne un tour politique si jamais les choses ne se clarifiaient pas assez vite. Alors, la plus grande partie de la production aurifère au Soudan est artisanale, exhumée par des orpailleurs dépourvus de moyens, paramètre qui peut justement favoriser la contrebande. Comment, selon vous, Joseph, l'État, les autorités peuvent moderniser ce secteur ? Bon, surtout dans l'écosystème actuel. Bon, voilà, d'abord il faut en tenir compte de la transition actuelle soudanaise. Les anciens dirigeants déchus par cette manifestation que nous avons tous suivie avec beaucoup d'intérêt, a fait qu'aujourd'hui l'arrivée de la junte au pouvoir ont encore mis un accent sur le contrôle. Ce sont des habitudes. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle, peut-être le cas soudanais, mais il faut dire que ce sont des habitudes de tous les jours, surtout dans les pays africains. Ces sociétés minières qui sont installées dans les pays africains, c'est leur fonds de commerce, c'est comme ça, ils ont toujours travaillé, ils ne sont jamais dans les règles, ils font toujours de l'abus sur ce qui a été comme convention entre ces sociétés et ces différents États, mais toujours en complicité avec les autorités en place. Donc l'habitude étant une seconde nature et le contrôle qui vient de s'imposer par cette transition, aujourd'hui nous a donné les résultats de ces situations qui ne sont pas du tout à l'avantage du peuple soudanais. Comme l'a dit le confrère, le Soudan est très pauvre. Ils n'ont de richesse, certes, que de ces ressources minières, mais quand c'est mal exploité, mal géré, et donc ça fait toujours que le pays tombe au plus bas de l'échelle dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc moi je dis qu'ils ne sont pas du tout récompensés. Ces populations à la base qui font ce travail ne sont pas du tout... Ils sont toujours en train de manifester d'ailleurs. Voilà. Si vous permettez, en complément de ce qu'il relève, vous savez, quand il y a eu une départition, le Soudan du Sud avec l'actuel, le Soudan dont on parle, le gouvernement qui est tombé avait déjà pris des mesures pour développer le secteur minier
Et naturellement, le secteur aurait fait. Mais ces mesures-là n'ont jamais été, Jean-François l'a relevé, n'ont jamais été réellement mises en application effective. Parce que ceux qui utilisaient, en tout cas ceux qui exploitaient l'or, c'était soit de manière artisanale ou de manière informelle. Sauf que quand ils prennent des mesures et qu'ils ferment des mines et qu'ils embastillent un peu tout le monde et ainsi de suite, ils mettent en place un système de corruption qui les arrange. Exactement. Et à partir de ce moment-là, ils s'aperçoivent que la politique qu'ils mettent en place n'a aucun effet positif de ce qui pouvait être attendu. Et ils se sont partis sur la phase d'une certaine tolérance, comme malheureusement on trouve un peu beaucoup en Afrique, parce que ça arrange des individus. C'est pour ça que quand vous entendez qu'on a chassé Omar El-Béchir avec sa bande, et on vous dit derrière qu'ils partent avec des mallettes, des masses et des cantines d'argent, d'or, ainsi de suite, mais ça, si c'était de l'or officiel, ça resterait quand même pour la réserve de l'État. Ce n'est pas le cas, donc ils partent avec tout ça. Et qu'est-ce qui nous dit encore, ça peut être de la supputation, que tout ce qu'on attrape là n'est pas forcément cet or qui sortait du pays, qui a été récupéré par la contrebande ou par les contrebandiers. Donc, dans l'intérêt de quelques-uns. Et puis, on est dans une région qui est une région extrêmement troublée et qui est une région qui était alimentée, dont les troubles étaient alimentés aussi par le régime de Béchir. Tout à fait. Et ce dont nous sommes en train de parler, c'était une source de financement, d'achat d'armes, de groupes rebelles, que ce soit au Soudan du Sud, en République centrafricaine. C'est un élément de déstabilisation. À la limite, on peut comprendre. Une source de financement de sa dictature. De sa dictature. À la limite, on peut comprendre que du fait de l'embargo, un gouvernement essaie de soustraire cela au regard international, mais dans l'intérêt de son pays et dans l'intérêt de la population, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais en réalité, non. Le résultat, tel qu'on l'a vu avec la crise du pain, c'est que c'était soustrait dans l'intérêt d'un certain nombre de personnes et dans l'intérêt à la fois de sa dictature intérieure, mais aussi d'une vision de puissance régionale. Parce que ceci n'était pas exclu de la vision d'Omar El-Béchir. Au niveau de la justice, comment est-ce que justement la justice soudanaise peut aider à dissuader du moins les contrebandiers? Parce qu'en 2018, le tribunal soudanais de la corruption a condamné 6 accusés dans une affaire de trafic d'or justement, et des peines de prison de 6 mois et des amendes de 5 000 livres soudanaises ont été émises. C'est assez léger quand même. Mais il faut comprendre que c'est un système qui encourage. Il n'y a pas de punité, il n'y a pas de sanction. Donc il faut dire que c'est quelque chose qui a été encouragé par le gouvernement passé. Mais là, peut-être que nous aurons une chance avec ces militaires qui déjà ont lancé des enquêtes pour voir la lumière parce qu'il faut dire que ça n'a pas commencé par ça, et ce n'est pas seulement ce que certainement c'est cette cargaison que nous avons, ils ont réussi franchement à mettre main sur. Mais il y a d'autres choses qui sont dans l'ombre que nous n'avons pas pu savoir. C'est des entreprises installées depuis des années. Des années. Voilà, c'est juste un petit maillon qu'on a détecté. Alors la manière dont l'affaire est arrivée, la manière dont on a couvert l'affaire et où on a appelé la presse, enfin les médias, la manière dont on a couvert semble vouloir dire que la junte voulait lancer un message aussi politique. Et donc ce message politique-là, si c'est lutter contre le trafic, contre la contrebande et contre la corruption, c'est un excellent message, et il est posé dans un contexte où les citoyens soudanais regardent avec attention cette junte-là. Et donc ça peut pousser vers des actions, un élargissement des actions et peut-être vers des sanctions plus rudes. Parce que les sanctions que vous avez évoquées... En même temps, ce que dit Jean-François est capital dans l'analyse. Parce que, vous voyez, on a identifié rapidement, on a jeté le nom d'un pays de manière officielle et publique. C'est ce pays-là qui est accusé, en tout cas le pays vers lequel partait dans cette cargaison. Et ça veut dire politiquement, le message a un sens. Le message a un sens. Donc il faut s'attendre probablement à ce qu'il y ait la suite du message sur le versant politique. Justement, ils ont mais derrière ça, vous parlez de la justice. Vous savez qu'un système ancré meurt difficilement. Ceux-là, même s'ils sont des militaires, ils ont été formés sous l'Ancien Régime. Ils ont forcément des ramifications.
Ils ont une vision ou un programme de société qui n'est pas encore très clairement défini, qui n'est pas encore très clairement posé pour qu'on sache où ils veulent mener le Soudan. Chasser, c'est très bien, mais on ne remplace une chose que par une autre. Maintenant, ils ont chassé, ils remplaceront par quoi? Pour l'instant, on ne sait pas. Ils mènent des actions coup de poing comme celle-là pour occuper l'espace, pour qu'on sache qu'ils sont là, mais la suite, qui sera là? Concrètement. Et les juges qui vont s'emparer de ces affaires, parce qu'il y a celle-là, il y en aura bien d'autres encore. Et donc, alors les juges qui vont s'emparer de ça, quelle est leur vision, j'allais dire intelligente, quelle est leur vision en termes de neutralité ou vision prospective pour développer ce pays, pour fabriquer de la bonne justice dans ce pays? Personne n'en sait rien, parce que la plupart sont encore des gens qui étaient fabriqués et issus d'un ancien système. Quelles sont leurs collusions avec ce qui est fait semblant d'être parti? Alors, Joseph, est-ce que vous pensez que la communauté internationale doit aussi être incriminée quelque part dans ce trafic-là? On parle d'un pays, tout le monde veut qu'il y ait la paix, que le calme revienne, mais il y a des entreprises internationales qui participent à ce trafic. Par exemple, Ernst & Young, en 2018, ils ont été incriminés dans une affaire de trafic d'or, 57 tonnes provenant du Soudan. Comment est-ce que le Soudan peut sanctionner ce type d'entreprise-là, ou même la communauté internationale en général, les États? Bon, moi, pour ma part, je dirais d'abord, la responsabilité revient d'abord aux Soudanais, surtout à la junte au pouvoir actuellement. D'ailleurs, ils ont été très clairs. Ils ont donné un délai de leur transition qui va s'étendre sur 3 ans. Je pense que ce genre de comportement qu'il vient d'ailleurs de lancer donne quand même de l'espoir. Et si toutefois il hausse le ton et qu'il prend les mesures responsables par rapport à cette situation, je crois que la communauté internationale, même si par endroits ils ont leur intérêt ou qu'ils sont mêlés de près ou de loin à cette situation, ils vont faire aussi attention. Parce qu'ils avaient l'habitude, certes, de travailler avec l'ancien régime pour sauvegarder sa dictature qui était en place. Aujourd'hui... Et faire leur profit. Et faire leur profit, mais aujourd'hui cela n'est plus. Donc nous restons d'abord optimistes que le changement, comme vous avez si bien dit, parce que c'est déjà la révolution arrive, trouve un système qui est en place. Et donc si on n'arrive pas à éradiquer le système, et ça va toujours continuer. Et c'est pourquoi nous espérons que ces nouvelles autorités prennent toutes leurs mesures à leur niveau pour que franchement le Soudan ne bascule pas dans ce qu'il a été par le passé. Et on a écouté quand même certaines presses européennes, par exemple la Russie et même l'Angleterre, qui ont donné certaines versions divergentes, il faut le dire. Nous restons convaincus et sereins là-dessus, et nous n'allons pas nous prononcer parce que nous savons quand même que c'est dans leurs habitudes, c'est pas quelque chose qui est caché. Quel qu'en soit X, la destination de ces ressources, ces métaux-là, voilà. Au final c'est ici, mais bon, quand cela nous tient, la première responsabilité appartient d'abord aux Soudanais. Voilà, aux Soudanais. Elle appartient aux Soudanais. Je voudrais dire juste un mot pour avant la pause. Oui, pour dire que bon, il faut encourager le gouvernement à aller dans ce sens-là, parce que la tâche ne va pas être facile. La société qui fait l'objet de cette société marocaine n'est sans doute pas la pire. Vous aviez pendant le temps de Béchir, il y a les sociétés, c'est le territoire des sociétés voyous de certains pays que vous avez cités, dont la Russie d'ailleurs, qui en avait fait son bastion, et je crains fort que ces sociétés-là n'étaient pas plus dans la légalité qu'ici, mais vous imaginez bien les conséquences politiques. En termes de soubresaut, le chemin est bon, mais il faut demander à la junte de tenir bon. Alors, nous allons à nouveau marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission.